chef. Bon, il paraît que tout le monde vous appelle chef, alors je m'en voudrais de déroger. Peut-être un petit mot, alors pas forcément sur le lieu, mais qu'est-ce que ça vous évoque, Lyon, en termes de cuisine? D'abord, j'ai travaillé à Lyon, j'ai habité Lyon, je travaillais au nord de Lyon, j'étais dans les Dombes chez Alain Chapelle, donc j'ai un souvenir lointain, mais un souvenir précis de cette région et de cette ville que j'ai vu évoluer, et je constate que c'est devenu une capitale européenne, voilà, que vous avez la vision, c'est rassurant. Merci pour ce compliment aux Lyonnais. Alors je vous cache pas une certaine déception, parce que pour la première fois de ma vie, je suis à une table avec Alain Ducasse et il y a 4 bouteilles d'eau et des Fisherman. Bon. Le titre qu'on avait choisi pour vous, c'est « Il a osé réinventer les grands restaurants ». Là aussi, a priori, on se dit que c'est un peu curieux, parce que la cuisine, souvent, il y a une table, deux chaises, un peu comme ce matin, et on déjeune, et on va voir que pas du tout. Avant d'arriver sur 2013 et même l'avenir, parce que je crois que vous allez vouloir nous parler de formation et que pour vous c'est très important, je voudrais qu'on retourne à Monaco, pas très loin d'ici, au restaurant Le Louis XV, à une époque où la France aime la bouffe roborative, copieuse, avec beaucoup de viande. D'ailleurs, j'ai vu que le mouvement végétarien qui se lançait dans le monde avait moins de réussite en France qu'ailleurs. Et vous, vous dites, dans un grand restaurant, je vais monter un menu végétarien. Vous vouliez mettre la clé sous la porte, en fait, non? Non, j'avais une passion pour les jardins, parce que dans ma ferme natale, il y avait un jardin, et le déjeuner au printemps, c'était qu'est-ce qu'on va manger. Alors on allait au jardin, on regardait ce qui était à midi moins le quart disponible, et c'était souvent le déjeuner avec... oui, c'était plutôt végétal, avec une volaille de la ferme aussi, dont ça a marqué mon ADN culinaire, je dirais. Et il était normal qu'à Monaco, avec la richesse des jardins autour de cette Riviera, que je fasse la cuisine, que je réinvente une cuisine de légumes, puisque j'avais traité les légumes non pas comme un accessoire, mais comme un plat principal. C'était ça le début de l'influence du légume, de la céréale. C'est devenu une tendance forte. La consommation est faible, mais la tendance est là, et une tendance, ça finit toujours par se transformer en fait. Il faut consommer moins de protéines, parce que nous sommes bientôt 7 milliards d'individus. Il faudra consommer plus raisonnablement, plus durablement, plus éthiquablement. Donc c'était un peu avant, mais on y va tout droit. Alors effectivement, vous aviez beaucoup d'avance sur les mouvements du slow food. Vous étiez déjà locavore, puisque vous nous le dites, vous vous serviez dans les jardins monégasques. Qu'est-ce que vous ont dit vos conseillers et quel a été l'accueil que vous avez fait quand vous êtes allé comme ça, autant à contre-courant de la gastronomie dominante de l'époque? Enfin, l'idée, c'est d'être le supporter de sa passion et de ce que l'on aime, parce que la cuisine, 25 ans plus tard, puisque c'était il y a 25 ans, en fait, en résumé, c'est là où je me trouve, c'est ce dont je dispose, c'est-à-dire c'est ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce que je peux préparer, c'est ce que je sais, c'est ce que je fais. Donc c'est ce que j'ai, ce que je sais, ce que je fais. Et puis c'est ce que je fais partout dans le monde. Et quand on est à Doha, où on vient d'ouvrir dans le cadre du musée des arts islamiques, on regarde ce qu'il y a. À Doha, il n'y a pas grand-chose. On est dans une zone, on est dans le Moyen-Orient, et finalement il y a des chameaux. Et les chameaux, c'est un mets de choix, et finalement on a cuisiné le chameau, sachant que je savais cuire un certain nombre de viandes. On a appris à cuisiner le chameau, et ma foi, c'est très délicieux. Et finalement, les locaux, ils ont appris à découvrir le chameau de manière différente. Ils le mangeaient depuis des millénaires presque de la même manière. Et on a donné une version différente. Et en fait, c'est très séduisant. Et d'ailleurs, je l'ai dégusté avec le futur régnant qui vient de prendre le pouvoir hier. Il s'est régalé. Il ne pensait pas qu'on pouvait faire ça avec le chameau. Et ensuite, on a terminé avec une pastilla. Il a demandé l'autorisation d'en prendre une deuxième fois. C'était la preuve qu'on pouvait réinventer aussi la pastilla sucrée. Alors effectivement, ça c'est votre marque de fabrique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire du mal d'autres chefs évidemment, mais enfin il y en a qui dupliquent un modèle qui fonctionne de gastronomie française un peu partout dans le monde. Vous voulez toujours vous adapter à la gastronomie locale et votre chameau, c'est un chameau Rossini, c'est ça en fait? Oui, et on a d'ailleurs créé, au-delà du chameau qui est anecdotique, on a regardé qu'est-ce qui pouvait séduire le palais moyen-oriental. Donc on a regardé les zones proches. Les zones proches, c'est le Liban, l'Inde n'est pas très loin, le Maroc, enfin, le nord de l'Afrique, la Méditerranée orientale, l'Inde. Et finalement, on a créé une haute cuisine
moyen-orientale. Voilà, on est capable de décliner 120 recettes. C'est un peu ce que j'avais fait à Monaco quand je suis arrivé, parce que la cuisine méditerranéenne, la cuisine provençale, très sincèrement, c'était pour les vacances. Le rosé, il y avait la publicité des herbes de Ducrot sur le gigot d'agneau. Ça faisait rire tout le monde. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Paris il y a 18 ans, on m'a dit, si vous venez nous amuser avec vos herbes de Provence et la Méditerranée, nous, on mange sérieusement. C'était déjà un peu comme ça à Lyon. Donc, dépasser Bordeaux-Montélimar, cette cuisine-là faisait sourire. Donc, finalement, c'était d'être convaincu, d'y croire et de démontrer, de partager sa passion. Et finalement, le public est devenu nombreux, si bien que l'influence de la cuisine méditerranéenne, elle est aujourd'hui un peu partout, elle est séduisante, elle est en fait un prolongement culturel de ce qu'on aime autour de la Méditerranée, et je dirais plus particulièrement là où pousse l'olivier, de cette terre aride, de cette terre de produits humbles, je dirais, des produits de la terre et de la mer, mais qui ont un goût particulier. Il faut les regarder, les préparer justement. Il faut y imprimer l'ADN et le savoir-faire de la cuisine française. C'est ce que j'ai fait. Il faut bien sûr affiner le trait. Il faut assaisonner justement, cuire parfaitement, condimenter, dresser harmonieusement. Et cette cuisine, elle est très séduisante et elle régit aujourd'hui, elle influence en tout cas la justesse du goût un peu partout dans le monde. J'essaye d'exporter cette touche sur des produits que je trouve là où je suis, avec un message différent à chaque fois. C'est pas très sympa ce que vous faites là, parce qu'il est même pas 9 h, mais rien qu'en vous écoutant, j'ai déjà faim. Revenons donc au succès de ce menu végétarien. Donc après, c'est les 3 étoiles au Michelin, et puis l'ouverture d'autres restaurants. Et il y avait un mythe chez les grands chefs, c'est que même quand ils avaient plusieurs restaurants, ils étaient derrière les fourneaux partout à la fois. C'est-à-dire que les grands chefs étaient les seuls à être dotés du don d'ubiquité qu'on aimerait tous avoir. Et puis vous avez brisé le tabou, vous avez dit mais je ne peux pas être partout derrière. En revanche, je peux former les chefs. Oui, d'abord, c'est d'une histoire malheureuse qui m'est arrivée. Je suis le seul rescapé de l'accident d'avion, parce qu'en réalité, c'est ça qui a déclenché mon obligation de transférer ma connaissance et de piloter de mon lit d'hôpital le premier restaurant que j'avais. Je me suis aperçu finalement que ça ne marchait pas si mal, donc on a dupliqué. En fait, il y a une raison technique, parce que j'aimais faire mon marché, j'aimais tout préparer, et puis un jour ça s'est arrêté, puis je me suis aperçu que ça pouvait continuer. Donc finalement, chaque fois qu'on va développer un restaurant, on va s'attacher à y développer une cuisine différente, raconter une histoire différente, avoir un collaborateur qui va s'imprégner de ce que nous avons défini ensemble pour que lui soit celui qui va quotidiennement s'entraîner et cuisiner finalement mieux que moi, parce qu'il est infiniment mieux entraîné. Ça ne veut pas dire que cette délégation, je ne la contrôle pas. Ça veut dire que quand je vais voir mes chefs, je vais goûter et préciser, affiner le trait, préciser ma vision. Je ne suis pas celui qui dirige mon entreprise, je suis celui qui donne la direction et du sens à chacun des lieux que je pense, que ce soit dans la restauration ou dans l'édition ou dans l'enseignement culinaire ou divers métiers périphériques, mais toujours attaché à mon métier d'origine, qui est de transformer au produit, de le cuisiner. Et la transmission du savoir est un pôle à fort développement chez nous. C'est un choix de transmettre aux plus jeunes, qui eux-mêmes vont transmettre, ce qui permettra de faire rayonner la cuisine française. C'est certainement sa capacité qu'elle a à être partagée par le plus grand nombre. On va parler dans un instant effectivement de la jeunesse et de votre volonté, de votre nouveau grand défi. Mais je voudrais juste qu'on reste un peu sur les chefs qui travaillent avec vous. On m'a parlé d'un anniversaire surprise où tous les chefs qui travaillent pour vous dans le monde étaient venus. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises sur le chiffre exact, mais c'est entre 350 et 400, je crois. Exactement, 270. Bah c'est beaucoup déjà. Non, mais il y avait des périphériques, mais des chefs en charge de leur restaurant de plein de continents, de 27 nationalités. Ça veut dire que ce que la politique ne peut pas faire, parce que dans 27 nationalités, il y a toutes les couleurs de peau, toutes les religions, toutes les chapelles. Voilà, on a pu les réunir à Monaco pour un prétexte fort qui était le 25e anniversaire de mon installation à Monaco. Et finalement, c'était une fête qui a dépassé toutes les espérances, parce que finalement, c'était tellement convivial qu'il était rassurant de voir que dans ce monde, tout le monde peut cohabiter. Et ce que la politique ne peut pas faire, la cuisine, elle, peut le faire. Du casse-président alors.
En 2017, non, pas encore. Je voudrais qu'on revienne effectivement sur le pourcent. J'avais dit que vous refusiez 99% des interventions. Vous avez accepté de venir ici. En fait, je sais pourquoi. Vous avez dit à Aude, votre mouvement, j'y crois. Je crois qu'il y a des choses à faire. Notre pays a de merveilleuses perspectives. Et vous avez dit la formation. La France, on est reconnu pour notre gastronomie partout dans le monde. En revanche, sur la formation, on n'est pas bon. On n'est pas assez bon. Dites-nous ce que vous voulez faire et ce qu'il faudrait qu'on fasse. En ce qui concerne mon métier de formateur, il y a toujours le début de l'histoire, c'est que nous avions, avec Laurent Plantier, qui est mon partenaire, qui est là, nous avons fait un tour de France parce que nous avions, il y a déjà 14 ou 15 ans, fédéré 500 hôteliers et restaurateurs indépendants, et pour préserver leur indépendance, on avait imaginé qu'il était bon qu'ils soient ensemble et que nous défendions de manière commune notre visibilité, notre marketing, etc. Et dans chaque ville que j'ai faite en France, c'était toujours la même question. Est-ce que vous allez prendre mon chef en stage? Et puis à la fin, j'avais finalement récupéré 50 stagiaires à qui j'avais dit, bien sûr, je ne pourrais pas vous prendre. Et lors de la dernière intervention à Colmar, en rentrant à Paris avec Laurent, j'ai dit, mais ça serait bien qu'on fasse une école parce qu'on a déjà 50 élèves potentiels. Et c'est comme ça qu'est née l'école de cuisine. Et aujourd'hui, nous enseignons en France, en Amérique du Sud et dans les Philippines. Mais notre volonté, c'est de faire partager notre connaissance au plus grand nombre. Et nous réfléchissons très sérieusement pour rendre cette connaissance accessible au plus grand nombre, de la rendre accessible économiquement. Et je suis convaincu que 80% de mon métier, on peut l'apprendre derrière un écran, et donc on va numériser toute notre connaissance, et c'est une action qu'on a démarrée très fortement parce qu'on veut la partager avec le plus grand nombre, et c'est l'ombre portée de la connaissance de la cuisine française qui permettra de nous faire vendre des vins français, de l'art de la table français, de l'orfèvrerie, etc., etc. Donc c'est une action à long terme, et c'est une action dont la destination est certaine. En tout cas. Un tout dernier mot, chef. On dit souvent que les Français, les dirigeants français manquent un peu d'envergure, au départ notamment géographique. Est-ce que vous pourriez donner un conseil, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la salle. Qu'est-ce qui se passe quand on se dit qu'on va à la conquête du monde? Parce que vous, c'est ce que vous avez fait. Il faut oser. On est arrivé à New York il y a 12 ans, 13 ans. On ne savait rien de New York, on ne savait rien des lois. Donc je peux vous dire, on a appris, puis on continue à apprendre. Donc il faut y aller, puis il ne faut pas se poser de questions. Si on se pose des questions avant, la réponse est non. Donc il faut y aller, quoi. Voilà, c'est simple. Et chaque fois qu'on a fait quelque chose, on ne savait pas le faire avant. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on est capable de faire, d'apprendre, et finalement, dans le spectre, dans la manière de nourrir les consommateurs d'aujourd'hui, nous préparons de la nourriture de 2 € à 400 €. Et notre volonté, c'est de savoir si nous sommes capables d'intervenir et d'amener notre rigueur avec des moyens financiers les plus faibles jusqu'aux moyens les plus importants, qui est la haute couture de la cuisine française. Cela participe à tirer vers le haut l'ensemble de mes entreprises, mais de tirer vers le haut l'ensemble de l'industrie, parce que finalement nous sommes une industrie, c'est-à-dire la restauration, consommateur de main-d'œuvre non délocalisable, parce que le steak que vous allez manger à midi, il ne peut pas être cuit en Roumanie. Eh ben, merci infiniment, ce sera sans doute le mot de la journée, il faut y aller. J'imagine que ça rejoindra le fil Twitter du forum, qui est @forumolf, #Ozon2013. Merci infiniment, chef. Merci. Bravo à vous. Merci beaucoup.